Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc voilà, nous avons notre ensemble d'expériences, notre ensemble d'hypothèses. Nous voudrions voir ce qui est compatible. Donc on va dresser un tableau avec les expériences, l'aberration stellaire, les expériences de Fizeau, les expériences de Michelson et Morley, les expériences de Michelson et Morley avec des appareils mobiles, la mesure de la vitesse de la lumière et l'électromagnétisme. Comme hypothèse, nous avions donc l'éther déformable, totalement déformable, l'éther héliocentrique, totalement rigide, l'éther géocentrique, totalement rigide, donc l'hypothèse qui paraît absurde mais que nous prenons. L'absence d'éther, le cas balistique. Et enfin, l'hypothèse iconoclaste, c'est invariant. Toujours le même. Toutes circonstances. On peut tracer, on peut indiquer ce qui est incompatible. Avec les résultats expérimentaux que nous avons vus. Pour l'éther héliocentrique, pour l'éther géocentrique, pour le cas balistique, et pour ces invariants. Alors, quelques commentaires. D'abord, le cas Fizeau est compatible à condition que la déformation corresponde à un entraînement proportionnel à, pas proportionnel, mais lié à l'indice de réfraction, comme nous l'avons vu. Autre point ici, ça signifie que l'éther, il n'y a pas de vent d'éther détecté dans l'appareil mobile, et donc que l'éther est totalement entraîné par l'appareil, y compris dans son voisinage. Parce que le rayon lumineux se propage à l'extérieur de l'appareil. On a les miroirs, les émetteurs, l'oculaire, le rayon lumineux passe dans l'air ou dans le vide. Donc il faut que l'entraînement d'éther soit dans tout son voisinage. Dans ce cas-là, c'est compatible. Mais notons que ces deux règles, liées à l'indice de réfraction ou à l'entraîner même dans le voisinage, c'est des règles incompatibles. Puisque ça voudrait dire que dans l'air, il y a un entraînement qui n'est pas lié à l'indice de réfraction pratiquement égal à 1 de l'air. Donc il faut choisir un des deux. Alors, la mesure de la vitesse qui est toujours trouvée ici, elle peut être compatible dans certaines circonstances, mais pas dans tous. Prenons un exemple. Si l'éther est entraîné par le récepteur, alors dans le voisinage du récepteur, on va détecter une vitesse égale à C, puisque l'éther va à la même vitesse que le récepteur. Mais si l'émetteur et le récepteur sont tous les deux mobiles, la vitesse de la lumière doit forcément varier à certains moments, et donc sur le trajet, on ne pourrait pas avoir une vitesse C constante. Donc il y a toujours des cas où ça ne marche pas. Alors, ce point-là dans l'éther géocentrique, est incompatible avec Fizeau parce qu'on a supposé non entraîné. Le terre est totalement rigide. Le 5, ici, cinquièmement, il m'en manque un, excusez-moi. Oui, j'en ai oublié un, excusez-moi. L'éther entraîné, totalement entraîné, où on a
incompatibilité de ces trois-là. Alors, ici, l'éther, les résultats sont négatifs pour celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, parce qu'on ne détecte pas de vent d'éther. Nous l'avions vu. Ensuite, ici, dans l'éther entraîné, c'est possible, c'est compatible, parce que l'entraînement par l'air, dans l'éther entraîné, l'entraînement par l'air est très petit. Son indice de réfraction est pratiquement égal à 1. Et donc, on ne verrait pas d'effet de distorsion, ce ne serait pas mesurable. Notons que dans le cas balistique, ici, c'est compatible parce que la vitesse de la lumière dépend de l'émetteur. Elle est donc la même dans les deux branches de l'appareil. Elle dépend de la vitesse dans l'appareil, que l'appareil soit immobile ou en mouvement. Et ici, pour C invariant et Fizeau, c'est vrai à condition que la vitesse de la lumière soit affectée dans un milieu. Et c'est le cas. Nous savons, dans un milieu, la vitesse c'est C sur M. C'est la vitesse C invariante dans le vide. Dans un milieu, c'est C sur M. Encore faut-il retrouver les résultats de Fizeau. Et ça, nous y reviendrons plus tard. Donc, on peut faire deux constats. D'abord, il n'y a qu'une seule hypothèse où tout est valide. C'est l'hypothèse C invariant. C est toujours le même, quelles que soient les circonstances. Deuxième chose, sauf exception ici, mais qui correspond à un ensemble d'expériences très variées, la mesure de la vitesse dans toutes sortes de circonstances, une seule expérience ne suffit pas à choisir. Il faut toujours un ensemble d'expériences pour trancher, parce que beaucoup de possibilités existent. L'expérience de Michelson et Morley a fait couler beaucoup d'encre parce qu'elle fut la dernière, avant la naissance de la relativité. C'est celle qui a dit, on doit observer un vent d'éther, on fait l'expérience, on n'en trouve pas. Grosse anomalie. Et donc, c'est la plus connue. Et certains croient que la relativité est basée sur Michelson et Morley. C'est faux. C'est basé sur l'ensemble des résultats. Certains disent, ah mais oui, mais Michelson et Morley, ça marche dans d'autres cas. Par exemple, le cas balistique. C'est vrai, mais ça ne suffit pas. Parce que le cas balistique, il ne marche pas dans d'autres cas. Donc, il ne faut pas croire qu'invalider ou trouver une autre solution à une expérience suffit à invalider la relativité. Il faudrait pour ça trouver une explication qui marche pour toutes les expériences. Et la seule qui marche dans tous les cas, c'est C invariant. Et donc, l'éther n'est pas nécessaire. Notons, nous ne l'avons pas réfuté. Nous n'avons pas affirmé que l'éther n'existait pas. Tout ce que nous disons, c'est que la vitesse C est invariante. L'éther pourrait encore exister comme support des vibrations lumineuses. Ce n'est plus un milieu de référence par rapport auquel on définit la vitesse de la lumière. Puisque quelle que soit la vitesse à laquelle on se déplace, donc quel que soit le système de référence, on trouve C. Donc, c'est plus le système de référence qui définit dans lequel on doit observer C, dans lequel on observe une autre vitesse. C'est toujours C. Mais l'éther pourrait toujours être un support des vibrations lumineuses, avec des propriétés incompréhensibles, mais pourquoi pas? Pour s'en assurer, il faut regarder l'électromagnétisme. L'électromagnétisme permet la propagation d'ondes électromagnétiques dans le vide. Doit-on, pour cela, attribuer des propriétés physiques au vide? Si oui, alors on doit admettre qu'il y a quelque chose de physique. Sinon, ce n'est pas nécessaire.
On a vu que nous avions deux constantes, epsilon 0 et mu 0. Permittivité du vide et perméabilité du vide. Certains disent, ah oui, mais on attribue des grandeurs bien précises au vide, donc il a des propriétés physiques. Mais non, pas nécessairement. C'est juste des grandeurs, des constantes qu'on utilise dans le vide. Ça ne veut pas dire que c'est des propriétés du vide. Rappelons-nous ce que j'ai dit, leur valeur était fixée par le choix des unités. Par exemple, le champ magnétique et l'induction. Champ magnétique mesuré en ampères-mètres et l'induction en Tesla. Ce qui implique une constante de conversion, parce que ce n'est pas les mêmes unités. Pour savoir si ça a réellement une signification physique, il faudrait découvrir quelle est leur signification physique. Que signifient ces constantes? Alors pour ça, rappelons que le courant, l'induction électrique, epsilon 0, c'est ED, pardon, c'est epsilon E plus P. Et B est la polarisation, et l'induction magnétique, c'est mu 0 H plus mu 0 M. Et les grandeurs physiques pertinentes dans le milieu, c'est P et M. C'est la polarisation et le magnétisme. Parce que ce sont les effets sur ce milieu des champs électriques et magnétiques. Le champ électrique déplace les charges électriques, le champ magnétique modifie les dipôles magnétiques. Donc ce sont les effets physiques pertinents pour décrire les propriétés du milieu. Et on a P égale epsilon R moins 1 epsilon 0 E et M égale mu R moins 1 fois H. Dans le vide, les perméabilités et permittivités relatives sont égales à 1. Et donc, ces grandeurs, qui sont les grandeurs qui caractérisent vraiment l'effet du vide, l'effet sur le vide, dans le vide, ces valeurs valent 0. Donc le vide est caractérisé par une absence de propriétés physiques en rapport avec l'électromagnétisme. C'est logique. La polarisation, c'est le déplacement de charge électrique. S'il est vide, il n'y a pas de charge électrique. De même pour la magnétisation. Il n'y a pas de polarisation ni de magnétisation du vide. En physique, de plus, nous avons vu pour les... Alors on peut toujours faire des choix d'unités, puisque je dis c'est réglé par les valeurs d'unité. On peut toujours choisir des unités dans lesquelles ces valeurs valent 1. Et dans ce cas-là, la vitesse de la lumière vaut 1. Pas 0. Elle vaut 1. Par exemple, si on mesure en secondes lumière par seconde, seconde lumière est une distance, la seconde un temps, la seconde lumière par seconde, mais ça fait pour la lumière, ça fait 1. Donc dans cette unité-là, on peut avoir une valeur égale à 1. Et c'est souvent utilisé, ce qui veut dire que la valeur de C en soi n'est pas pertinente. Seule son existence est pertinente. L'existence de cette constante invariante. De plus, nous avons vu que les ondes électromagnétiques étaient des variations périodiques du champ électrique et du champ magnétique. Et donc, pour l'électromagnétisme, ce ne sont pas des vibrations mécaniques d'un milieu. Tout cela conduit à dire que l'éther lumidifère, l'éther, tel qu'on l'appelle, ou éther luminifère, est une hypothèse inutile. Elle est inutile pour décrire le mouvement de la lumière et inutile pour la théorie de la lumière. Et donc, en physique, on ne fait pas d'hypothèses qui ne servent à rien. Quelque chose qui ne sert à rien et qu'on peut mettre en évidence par aucune expérience n'existe pas pour le physicien, pour le scientifique. Ce qui ne peut être mesuré n'a pas d'existence physique. Donc, l'éther, basta. Notons que
on a souvent attribué le nom d'éther à plein d'autres choses. Le champ de gravitation a été appelé l'éther. Le vide quantique a été appelé l'éther. Des auteurs ont donné le nom d'éther à toutes sortes de choses. Alors, c'est absurde et inutile. Et trompeur. Inutile, parce que pourquoi l'appeler le champ de gravitation, pourquoi l'appeler éther? Il a un nom. Il suffit de l'appeler champ de gravitation. C'est pas cet éther-ci. C'est juste lui donner le nom d'éther parce que ça fait bien. De même pour le vide quantique ou d'autres choses. Ce n'est pas la même chose que ça. Ça a des noms, et appelons un chat un chat. Et ne l'appelons pas un miaou, c'est un chat. À tel point que le terme d'éther a été galvaudé, trop utilisé pour toutes sortes de choses différentes. Et sa signification est soit inutile, soit parce qu'il y a d'autres noms, soit parce qu'elle est invalidée en tant qu'hypothèse physique pour l'éther lumilifère. Donc il est un terme à éviter. Parce c'est à tel point que quand maintenant quelqu'un dit « Oh, l'éther », à moins que ce soit l'éther en bouteille qu'on achète au pharmacien, quand on dit l'éther, bien souvent on ne sait même pas de quoi on parle. À moins de le préciser. Et si on le précise, si on dit « Ah, c'est le champ de gravitation », alors on dit « Pourquoi t'as pas dit champ de gravitation ?» On aurait compris tout de suite. Donc, l'éther est un terme à éviter. Et dans ce qui suit, je ne le prononcerai plus. Dans toutes les prochaines vidéos, je ne parlerai plus de l'éther. C'est invariant et notre hypothèse pour la suite. Notre hypothèse va confirmer, ou du moins compatible avec l'ensemble des expériences. La seule hypothèse compatible avec l'ensemble des expériences. Donc, c'est la dernière fois que vous avez entendu ce mot dans mes vidéos. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons donc passer à la suite. Nous allons poser les bases nécessaires à la relativité. Nous allons commencer par quelque chose de simple. Nous allons préciser les notions de repères référentiels et les notions de coordonnées pour les mesures. Je vous remercie.